cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Storia Voce et vous y êtes bien. Je vous le rappelle, nos podcasts sont gratuits. Afin de préserver cette gratuité, n'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En fonction de la valeur de ce don, nous vous offrirons un abonnement de 3 mois, de 6 mois ou d'1 an à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Christelle Muller, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure, ancien membre de l'École française d'Athènes et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vous êtes actuellement professeur d'histoire grecque à l'Université Paris-Nanterre. Vous venez de publier La fabrique du citoyen, les Grecs et la Politeia d'Aristote à Auguste. Nous allons enregistrer ensemble 3 émissions, 3 cours d'histoire. La semaine prochaine, nous verrons ce qu'est un citoyen dans la Grèce antique, la distinction entre citoyen exclusif, inclusif. Nous verrons ensuite, dans 2 semaines, le bannissement, être banni de la cité grecque antique. Et aujourd'hui, eh bien, nous partons à la définition de la Politeia dans la Grèce antique. Alors, peut-être avant tout, vous évoquez dans votre ouvrage ce qu'on appelle la période hellénistique. Et cette période hellénistique, elle est large puisque vous allez d'Aristote à Auguste. Effectivement, la période hellénistique telle que je la conçois, elle remonte un peu au IVe siècle, donc je la fais commencer avec Aristote. Plus précisément, dans les manuels d'histoire, elle commencerait vers 338, la bataille de Chéronée, lors de laquelle Philippe II de Macédoine a infligé une sévère défaite aux Grecs, notamment aux Athéniens, et elle irait jusqu'en 27 avant Jésus-Christ, donc au moment où Auguste devient Auguste et que se fabrique la province dite d'Achaïe. Alors c'est très important parce que vous commencez avec Philippe de Macédoine et les conceptions politiques évidemment des cités grecques vont être liées à cette question à la fois de Philippe et ensuite d'Alexandre. Oui. Oui et non, si j'ose dire. La cité est bien antérieure au royaume de Macédoine et elle en est une question distincte. Mais effectivement, on commence avec Aristote qui était lié à la Macédoine parce que il est né à Stagir en 384 avant Jésus-Christ, Stagir qui est en Chalcidique et qui est à 500 km au nord d'Athènes. Et il a été évidemment lié aussi au fils de Philippe qui est Alexandre. Alors, il existe précisément d'emblée une forme de paradoxe puisque la politeia, la communauté politique, on va définir le mot comme tel, on va le préciser au cours de cette émission. Donc la politeia est définie dans l'œuvre d'Aristote et Aristote, c'est précisément un étranger résident, on peut dire un métèque ? Oui, absolument. Aristote était né à Stagir, c'était un citoyen de Stagir, on l'appelle le stagirite. Mais quand il est à Athènes, il est un résident étranger, il est un métèque. Alors ça ne lui plaît pas beaucoup. Il a fait 2 très longs séjours à Athènes, mais il a dû en partir 2 fois. Une première fois dans sa jeunesse quand il était l'élève de Platon à l'Académie et une seconde fois quand il a fondé lui-même sa propre école de philosophie qui est le lycée. Alors ça ne lui plaisait pas beaucoup, ça a été, comme il le dit lui-même, ça a été quand même assez pénible d'être un métèque à Athènes. Par exemple, il est obligé de louer les locaux du lycée, il ne peut pas être propriétaire. Mais cela lui a donné, je pense, un regard distancié très particulier sur la communauté politique, y compris celle des Athéniens. Est-ce que les conceptions d'Aristote ont été influencées par Alexandre ou bien c'est précisément Aristote qui a davantage influencé Alexandre dans son destin ? Parce que en fait, on souhaiterait mettre en regard à la fois le penseur, le philosophe qui était Aristote et l'homme de terrain qui était Alexandre. Est-ce qu'il y a comme un fossé entre les deux ?
Alors, on aimerait bien pouvoir répondre à cette question. Aristote a été le précepteur d'Alexandre pendant 2-3 ans, alors que Alexandre était très jeune. Il est arrivé à Miesa, qui était un sanctuaire, alors qu'Alexandre avait 13-14 ans. Il est resté 2 ans. Il lui a appris énormément de choses. Il a ouvert son esprit, notamment sur la politique, mais pas seulement. Aristote est un polymathe. Il sait tout. C'est un esprit encyclopédique. Et évidemment, la question s'est posée à cause de ces 2 figures magistrales, s'est posé de savoir quel était leur rapport, quelle était l'influence que l'un avait pu avoir sur l'autre et vice-versa. On penserait qu'Aristote a pu influencer Alexandre dans sa conception politique. En fait, on n'en sait pas grand-chose de ce point de vue-là, mais l'inverse est intéressant, c'est-à dire qu'on sait que les deux ont entretenu une correspondance. Ils se sont écrits jusqu'à la mort d'Alexandre à Babylone en 323, et que les découvertes faites par Alexandre ont été à l'origine d'un certain nombre d'écrits d'Aristote, par exemple sur l'histoire des animaux, l'une des œuvres d'Aristote. Donc il y a un problème de source aujourd'hui. Oui, il y a un gros problème de source. En fait, on sait davantage de choses sur la pensée d'Aristote que sur son existence. Que nous enseignent précisément les politiques d'Aristote ? Juste avant cette émission, vous m'avez montré votre édition qui est annotée, l'édition Gallimard, Aristote, les politiques. Les politiques constituent l'œuvre majeure pour celui qui veut comprendre le monde politique grec et la politeia grecque. Oui, indubitablement, c'est un continent de philosophie politique qui est véritablement incontournable. Bien encore davantage que Platon, même si Aristote est aussi l'élève de Platon, qu'il critique régulièrement, mais les politiques d'Aristote, c'est quelque chose de fondamental. C'est un ouvrage qui a été redécouvert par l'Occident assez tardivement, au XIIIe siècle. C'est un ouvrage très complexe à lire parce que c'est, comme dit un commentateur, une sorte de fatras de 8 livres. On a beaucoup de mal à ordonner ces 8 chapitres qui ont subi beaucoup de retouches, et on peut supposer que les élèves d'Aristote ont joué un rôle majeur. Pourquoi est-ce que c'est fondamental ? Parce que d'abord, ce qui est intéressant, c'est que la théorie politique y est subordonnée à la théorie morale. Les politiques sont la suite des éthiques, ou la suite de l'éthique. Et que fait Aristote dans ses politiques ? Il recherche bien sûr la cité la meilleure, qui est celle où l'on vit bien grâce à la vertu. Mais aussi, il théorise cette cité et il déploie un savoir encyclopédique, y compris sur des cités réelles, où il cherche à prendre le meilleur pour construire cette Aristée Politeia, cette cité qui lui paraît devoir être la meilleure. Il y a 8 parties, il y a des parties plus importantes que d'autres ? Alors, dans mon cas, effectivement, il y a une partie fondamentale, c'est le livre 3, qui contient toutes les questions relatives à la citoyenneté. Voilà. Donc, mais chaque partie est très importante pour telle ou telle spécialité. Vous avez la partie consacrée à l'esclavage, par exemple, ou la partie consacrée tout au début à la définition même de la cité par rapport à la famille. Et puis, vous avez plusieurs chapitres très compliqués à comprendre, dans leur articulation, sur le déploiement des régimes politiques. Et on dirait qu'il change il change de viseur en quelque sorte au fur et à mesure, mais sans doute y a-t-il plusieurs auteurs, et sans doute y a-t-il aussi un problème d'ordonnancement de l'ensemble que l'on a bien du mal à décrypter. Les politiques d'Aristote, c'est un texte qui a été écrit par les élèves d'Aristote ? On a du mal à savoir qui a fait quoi là-dedans. Alors, la tradition littéraire nous l'a transmis, cet ouvrage, comme faisant partie du corpus aristotélicien, mais il est évident qu'il y a parfois, éventuellement, non pas des contradictions, mais des changements de point de vue qui montrent que, puisque l'ouvrage a été publié sans doute après sa mort, l'ouvrage a été rédigé dans la dernière partie de son existence, quand il était à la tête du lycée, mais il a été publié après sa mort, donc ça veut dire qu'il a subi des retouches, notamment par ses auditeurs. C'est le résultat aussi de conférences, de cours. Dans la pensée aristotélicienne, il faut d'abord lire, dans la perspective de ce que vous disiez sur la morale, il faut d'abord lire l'éthique à Nicomaque, puis ensuite les politiques. Oui, sans doute, tout à fait.
tout à fait, parce que ce sont des savoirs qu'il appelle les savoirs pratiques. Alors, pour l'éthique, ça peut paraître étrange, mais ce sont des savoirs d'action. Alors, quelles sont précisément les caractéristiques de la police grecque, de la cité grecque ? Alors, quand on fait le bilan à partir d'Aristote, mais pas seulement, à partir d'autres sources aussi, notamment à partir des inscriptions, puisque j'ai beaucoup utilisé les inscriptions. Vous êtes épigraphiste. Je suis épigraphiste. Donc, les documents gravés, les inscriptions, les documents gravés, eh bien, on arrive à une triple définition. Le premier pan de la définition, c'est que, et c'est la condition sine qua non, c'est presque une condition suffisante. C'est celle de la communauté. La cité est d'abord une communauté, koinonia, de gens, donc de citoyens, qui ont le parti pris de vivre ensemble. C'est fondamental, au point que certaines cités ont pu disparaître sur le plan territorial, mais continuer à exister parce que la communauté a continué à exister. Naturellement, il vaut mieux s'ancrer dans un territoire. Et c'est le deuxième critère qui est également très important. Le territoire qui est composé de plusieurs parties. Une partie urbaine qu'on appelle l'astu, une partie rurale qu'on appelle la chora, parfois un port, mais pas toujours, parce que certaines cités sont des cités continentales, des sanctuaires naturellement, un peu partout. Et toutes ces parties fonctionnent ensemble avec des fonctions différentes. Le troisième critère, c'est celui des institutions, au sens large, que j'entends au sens large, c'est-à-dire pas seulement les normes politiques ou les lois, mais les coutumes, au fond, tout ce qui fait qu'une communauté est capable de vivre ensemble, ce qu'on appelle la politeia, qui est un caméléon sémantique. Effectivement. La politeia, c'est à la fois la participation du citoyen, mais aussi, est-ce qu'on peut dire, du type de régime ? Est-ce que Aristote fait une sorte de catalogue, de typologie des régimes politiques que l'on peut mettre en place ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec la politeia, c'est qu'il y a une unité terminologique qui va de pair avec une unité conceptuelle. C'est-à-dire qu'il y a un seul concept dans politeia. C'est une philologue qui l'avait démontré en 1982, qui est Jacqueline Borde. Il y a deux faces à cette politeia. On a l'impression, nous les modernes, qu'il y a deux définitions différentes, mais en fait, c'est simplement le versant individuel et le versant collectif de ce que j'appellerais le rapport à la police fondé sur la participation. Soit vous avez affaire à la participation individuelle et à ce moment-là, vous avez affaire à la citoyenneté, la politeia citoyenneté, celle que j'ai traitée dans l'ouvrage. Soit vous avez affaire au versant collectif, c'est-à-dire la politeia comme régime. Alors, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire le régime de la cité ? C'est là que les politiques sont difficiles à lire, parce que c'est sans doute le thème autour duquel Aristote tourne le plus, Aristote ou ceux qui ont écrit avec lui. Aristote a été celui qui a formalisé de la manière la plus pérenne cet ensemble de régimes, la déclinaison de ces politeiae de deux manières différentes, on va dire. D'une part, d'une manière ternaire, en distinguant des bons et des mauvais régimes selon leur nombre, donc un dirigeant, quelques-uns, un grand nombre, mais il y a des bons et des mauvais régimes. Et puis, dans d'autres parties de son ouvrage, il passe tout simplement à un système binaire qui oppose la démocratie à l'oligarchie. Mais effectivement, il peut y avoir une monarchie, et ce qui serait un bon régime, et son pendant négatif serait la tyrannie. Absolument. Très exactement, chez lui, c'est la royauté basileia qui est le bon régime par rapport à la tyrannie. Du côté du régime de quelques-uns, c'est l'aristocratie qui est le bon régime, tandis que l'oligarchie est le mauvais régime. Et enfin, pour le gouvernement de la masse, Pléthos, eh bien, il appelle le bon régime politi, c'est-à-dire politeia, tout simplement, qu'on a un peu de mal à traduire, qu'on traduit en général par gouvernement constitutionnel, qui l'oppose au mauvais régime dans cette théorie ternaire, qui est la démocratie. Dans un premier temps, ce qui est vrai que c'est assez choquant, je crois, pour un lecteur d'Aristote. Mais la démocratie est vue négativement. Dans un premier temps, elle est vue négativement parce que il ne faut pas
pas que le peuple prenne l'ascendant et s'impose notamment par les décrets plutôt que par les lois. Il y a une distinction un peu subtile entre les deux, mais il a une méfiance à l'égard de la démocratie. Donc il a créé cette Politeia, il n'est pas le premier, mais il a formalisé cette idée d'un gouvernement constitutionnel qui serait le bon régime. Est-ce qu'il existe une notion de bien commun, de commun dans la pensée grecque, ce qu'on appelle le koinon ? Alors tout à fait, et c'est précisément ce qui motive la différence entre les bons et les mauvais régimes, c'est le rapport au commun. Vous avez un commun, donc le commun c'est koinon, c'est une notion fondamentale pour les Grecs, pour la pensée politique grecque. Et le koinon peut être, je dirais, on peut agir de façon vertueuse envers le koinon, donc on peut chercher l'intérêt commun, le koinon sumphéron, c'est le cas des bons régimes. Et puis vous avez le cas des mauvais régimes où c'est l'intérêt du gouvernant qui est recherché, ce qui explique pourquoi ils sont dans cette catégorie des mauvais régimes. On a parfois envie de dire aux politiques contemporains de lire les politiques d'Aristote. Je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement émouvant de lire sous la plume d'Aristote. Est-ce qu'on peut comparer, avant de comparer la police à notre État moderne, vous évoquez le commun exclusif et le commun inclusif ? Oui, c'est une conception qui est due aux réflexions d'un philosophe contemporain, qui est Arnaud Massé, qui a bien montré qu'il y avait deux façons d'envisager le commun, ce commun. Vous avez un commun inclusif, c'est-à-dire que chacun est une partie de la communauté et prend dans la communauté ce qui lui revient. Et puis vous avez un commun qui est exclusif, c'est-à-dire que le koinon devient la part réservée et non distribuée par rapport aux parts individuelles qui sont les idia. On oppose idion et koinon. Alors justement, est-ce qu'on peut comparer, puisque vous évoquiez la politique contemporaine et le fait que je pense, et vous avez bien raison, que les politiques devraient lire les politiques d'Aristote, est-ce qu'on peut comparer la police à notre État moderne ? Est-ce que ce n'est pas un anachronisme que de plaquer l'État moderne, notre conception de l'État moderne, tel qu'il naît au XVIIe siècle à Westphalie, est-ce qu'on peut le comparer à la police grecque ? Alors voilà un débat historiographique important et je crois qu'il n'est pas terminé. Je ne cherche même pas d'ailleurs à donner une solution définitive dans mon ouvrage. D'un côté, vous avez des gens qui pensent que oui, on a le droit parfaitement d'assimiler la cité grecque à un État. Et donc on l'appelle city-state, la cité-État, parce que à partir du moment où on définit la cité par une communauté, un territoire et des institutions, cela répond aussi à la notion d'État, même au sens moderne. Se pose malgré tout le problème des autres critères. Vous avez fait allusion à l'État-nation à partir du XVIIe siècle, qu'on pourrait synthétiser à travers 3 éléments. D'une part, la présence d'un État bureaucratique, la question de la société civile et le problème de la souveraineté. Alors ces 3 critères ne sont pas toujours rencontrés justement par les cités antiques, les cités grecques, et donc il est difficile d'assimiler vraiment l'État antique avec l'État moderne. Je crois que pour sortir de cette aporie, le mieux est d'historiciser la notion d'État, c'est-à-dire de considérer que, en l'élargissant, on peut aboutir à un État grec qui aurait sa propre définition, sans être assimilable à l'État-nation moderne, en pratiquant ce que Nicole Laureau appelait l'anachronisme contrôlé. Alors, on va revenir bien évidemment sur la définition du citoyen la semaine prochaine, mais est-ce qu'on peut commencer à définir le citoyen, ce qu'on appelle le politesse ? Oui, en particulier avec Aristote, et c'est pour ça que j'ai commencé par Aristote dans le premier chapitre. Aristote présente 2 définitions. L'une par ce que l'on appelle la métousia, ce que les Grecs appellent la métousia, c'est-à-dire la participation, et l'autre par la naissance. Et ce qui est formidable chez Aristote, c'est que d'habitude, normalement, comme il le dit dans l'usage, on définit le citoyen par la naissance. Et lui, il renverse la perspective, ce qui est profondément original. Il commence par la participation. Et que met-il dans la participation pour le citoyen, après avoir éliminé
toutes les possibilités de participation qui sont celles des autres membres de la communauté, eh bien, il considère que ce qui appartient en propre aux citoyens, aux politesses, c'est ce qu'il appelle la krisis, qui est la capacité de prendre une décision et qui peut se restreindre, on peut le restreindre ici, à la notion de participation judiciaire, et l'arché, qui est la capacité à gouverner. Donc le gouvernement, la participation au gouvernement. La krisis et l'arché sont les deux piliers de la définition aristotélicienne. Alors, c'est une définition qui nous paraît d'une évidence absolue, c'est-à-dire que le citoyen, c'est celui qui participe aux instances publiques, mais ce qui est profondément original, c'est qu'il isole à l'intérieur du champ qu'on peut appeler le politique, en reprenant les conceptions de Vincent Azoulay, il isole à l'intérieur du politique la politique, c'est-à-dire la participation publique. Alors il y a également la naissance, on y reviendra peut-être la semaine prochaine, et les absents aussi de la définition. Est-ce qu'Aristote n'a pas une vision théorique des choses qui ne correspondrait pas à la réalité de ce que fut la communauté politique ? C'est un des reproches qu'on lui a adressé régulièrement. Bien sûr, Aristote est là pour présenter sa cité idéale. Comme tous les philosophes, il présente sa meilleure cité. Mais, à la différence notamment de son maître Platon, il est très attaché à l'étude des cités réelles. On sait par Diogène Laërce qu'il avait enregistré, grâce à ses étudiants, qu'on imagine comme des doctorants aller sur le terrain pour rassembler des constitutions, il avait rassemblé 158 politeiae. On lui connaît 158 politeiae. Et régulièrement dans les politiques, eh bien, il évoque des cités tout à fait réelles, parce qu'il essaye de voir ce qu'on peut prendre de meilleur dans chacune des cités. Alors justement, peut-être une dernière question sur cette réalité, le meilleur dans chacune des cités. Cela signifie qu'on parle de la cité grecque, mais il y avait davantage des cités grecques avec des conceptions différentes ? Oui, tout à fait. On a recensé pour l'époque archaïque et classique très exactement 1035 cités, et on n'a pas encore fait ce recensement pour l'époque hellénistique, mais il y en a plus de 1000. Donc il faut bien se dire que on doit faire comme Aristote, c'est-à-dire étudier les cités les unes après les autres, qui sont toutes des cas d'espèce, sans s'arrêter au cas d'Athènes, qui n'est en rien la capitale de la Grèce. Athènes est une grande cité. Athènes est une cité sur laquelle nous avons beaucoup de sources, mais ce n'est en rien la seule cité. Il ne faut pas réduire la Grèce à Athènes. Les conceptions de la politeia sont donc aussi nombreuses qu'il y a de cités. Eh bien, merci beaucoup Christelle Muller, La fabrique du citoyen, les Grecs et la Politeia d'Aristote à Auguste, un livre paru chez Passé Composé qu'il faut absolument lire, que tous les passionnés d'histoire grecque et d'histoire antique se procurent cet ouvrage. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité à Storia Voce, et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette série qui est donc consacrée à la cité dans la Grèce antique. Bonne semaine et rendez-vous donc la semaine prochaine.